Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La neige tombait lentement sur Chicago, recouvrant les rues d'un voile blanc et trompeusement paisible. Les gratte-ciels scintillaient au loin, indifférents au drame qui se jouait sur une route secondaire, à quelques kilomètres du centre-ville. À l'intérieur d'une berline noire de luxe, Ethan Caldwell serrait le volant avec une fatigue qu'aucun chiffre sur un compte bancaire ne pouvait apaiser. Millionnaire respecté, homme d'affaires redouté, il venait de quitter une réunion tardive du conseil d'administration. Une de plus. Une victoire de plus. Et pourtant, son regard était vide. Son téléphone vibra sur le siège passager. Un message qu'il n'ouvrit pas. Ethan n'aimait pas les distractions. Il avait bâti son empire en écrasant tout ce qui ressemblait à de la faiblesse, le temps, les sentiments, les relations inutiles. Sa femme était partie depuis des années. Son fils, il préférait ne pas y penser. Un virage. Une plaque de verglas. Un instant d'inattention. La voiture dérapa. Le monde bascula dans un fracas de métal et de verre. Le véhicule quitta la route, percuta violemment un arbre, et s'immobilisa dans un silence irréel. La neige continua de tomber, comme si rien ne s'était passé. Quand les secours arrivèrent, Ethan respirait encore. Mais il ne répondit plus jamais. À l'hôpital St. Mary's Medical Center, les médecins se relayèrent pendant des heures. Fractures multiples, traumatisme crânien sévère, hémorragie interne. Les pronostics étaient sombres. Il est dans un coma profond. Nous ne pouvons rien promettre, déclara finalement le neurologue à voix basse. Ethan Caldwell fut transféré dans une chambre privée, entouré de machines qui respiraient pour lui, surveillaient son cœur, maintenaient son corps en vie. Le millionnaire le plus puissant de la ville venait de devenir l'homme le plus immobile de l'hôpital. Les jours passèrent. Puis les semaines. Puis les mois. Aucun réveil. Aucun mouvement volontaire. Seulement le bip régulier des appareils. Les associés vinrent une fois. Puis plus jamais. Les amis disparurent. Les appels cessèrent. Il ne resta bientôt plus que l'infirmière Grace Miller, qui lui parlait parfois en changeant les perfusions, et le docteur Jonathan Reeves, qui continuait de croire, ou faisait semblant. Certains patients entendent, même s'ils ne peuvent pas répondre, murmurait Grace en ajustant les draps. Alors je vous parle, monsieur Caldwell. On ne sait jamais. Mais Ethan ne bougeait pas. 2 années s'écoulèrent ainsi. 2 hivers. 2 étés. Le monde extérieur changea, de nouvelles tours furent construites, de nouveaux PDG prirent la place d'Ethan, son entreprise fut partiellement rachetée. Le conseil d'administration parlait déjà de le déclarer cliniquement irrécupérable. Dans sa chambre, le temps s'était figé. Son corps était là. Son esprit, personne ne savait. Et pourtant, certains soirs, quand la lumière était tamisée et que le couloir était silencieux, une impression étrange persistait. Comme si Ethan Caldwell n'était pas complètement parti. Comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. À quelques rues de là, sous un pont glacé, un petit garçon enroulait une couverture sale autour de ses épaules. Il devait avoir 9 ans, peut-être 10. Personne ne connaissait son vrai âge. Ni son vrai nom. On l'appelait Noah. Noah n'avait pas de maison. Pas de parents. Pas de passé clair. Seulement une habitude étrange, chaque soir, il passait devant l'hôpital St. Mary's. Il s'arrêtait devant les grandes vitres éclairées, regardait les silhouettes derrière les fenêtres, et parlait tout seul. Peut-être qu'un jour, quelqu'un se réveillera, murmurait-il. Il ne savait pas encore que, derrière l'une de ces fenêtres, un homme riche, puissant, oublié de tous, était plongé dans un coma depuis 2 ans. Ni que leur destin allait bientôt se croiser. Car parfois, il ne faut pas un miracle médical pour réveiller un homme. Mais le cœur pur de quelqu'un que le monde a abandonné. Chaque matin, Noah se réveillait avant le soleil. Le froid le tirait du sommeil bien avant la fin. Sous le pont de Wabash Avenue, l'air était humide, et la ville semblait encore endormie. Pour Noah, pourtant, la journée commençait déjà par une lutte. Il replia soigneusement sa couverture trouée,
comme si c'était un trésor. C'était la seule chose qui lui restait de la femme qu'il avait recueillie quelques semaines, des années plus tôt. Il ne se souvenait plus de son visage, seulement de sa voix douce et de la façon dont elle lui disait toujours. « Garde-la, elle te protégera. » Noah ne savait pas lire l'heure, mais il savait reconnaître le moment où les premiers bus passaient, où les trottoirs commençaient à vibrer sous les pas pressés des adultes. C'était le signal. Il sortit de son refuge et marcha vers le centre-ville. Personne ne faisait attention à lui. Les gens détournaient le regard, accéléraient le pas, ou faisaient semblant de parler au téléphone. Noah avait appris à ne plus demander. À observer. À attendre. Il connaissait les coins où l'on jetait les restes de sandwich encore emballés. Il savait quels cafés sortaient leurs poubelles trop tôt. Il savait aussi quels endroits éviter, là où la colère des adultes était plus dangereuse que la faim. Mais il y avait un lieu qu'il aimait plus que les autres. L'hôpital St. Marie S. Devant ses grandes portes vitrées, il faisait toujours un peu plus chaud. Les gardiens le laissaient parfois rester quelques minutes, tant qu'il ne causait pas de problème. Noah aimait regarder les gens entrer et sortir. Certains pleuraient. D'autres souriaient. Tous semblaient espérer quelque chose. Lui aussi. Ce jour-là, le ciel était gris, et une pluie fine tombait sans bruit. Noah, trempé jusqu'aux os, s'approcha de l'entrée comme d'habitude. Mais au moment où les portes automatiques s'ouvrirent, un groupe de visiteurs entra, et il se glissa derrière eux sans réfléchir. Il n'avait jamais été aussi loin à l'intérieur. Les couloirs étaient blancs, propres, silencieux. L'odeur désinfectante lui piqua le nez. Ses chaussures trouées laissaient des traces d'eau sur le sol brillant. Il marcha lentement, suivant les panneaux sans vraiment les comprendre, jusqu'à arriver devant un étage calme, presque désert. Chambre 614. La porte était entr'ouverte. Noah entra timidement. Sur le lit se trouvait un homme pâle, branché à des machines qui faisaient des bruits réguliers et étranges. Des tuyaux, des fils, un écran avec une ligne verte qui montait et descendait. Noah resta figé. Il n'avait jamais vu quelqu'un dormir aussi profondément. Cet homme semblait absent, mais vivant. Comme coincé entre deux mondes. Il s'approcha lentement du lit. « Monsieur » murmura-t-il. Aucune réponse. Noah posa son sac par terre et s'assit sur une chaise. Il ne savait pas pourquoi il était là. Quelque chose l'avait attiré. Une sensation familière. La solitude. Noah n'avait personne à qui parler. Alors il parla. Il raconta le froid. Les nuits sous le pont. La faim qui serre le ventre. Il raconta aussi ses rêves étranges, où il avait une maison, une chambre, et quelqu'un qui l'attendait le soir. Moi aussi, je dors dehors, mais vous, vous êtes coincé ici, dit-il doucement. C'est pas juste. À cet instant précis, l'écran près du lit émit un bip différent. Très léger. Presque imperceptible. Noah se figea. Il regarda l'homme. Puis l'écran. Puis la main immobile d'Ethan Caldwell. Il aurait juré que un doigt avait bougé. La porte s'ouvrit brusquement. Et tu n'as rien à faire ici, lança une infirmière surprise. Noah se leva d'un bond, paniqué. Il attrapa son sac et courut hors de la chambre, le cœur battant à tout rompre. Mais derrière lui, dans la chambre 614, les machines continuaient de biper. Et pour la première fois depuis 2 ans, les constantes d'Ethan Caldwell montraient une variation. Infime. Mais réelle. Quelque chose venait de s'éveiller. Dans la chambre 614, le silence n'était plus le même. Les machines continuaient leur rythme régulier, mais quelque chose avait changé. Une variation minime, presque invisible pour un œil non averti, persistait sur l'écran cardiaque d'Ethan Caldwell. Un détail que seuls ceux qui avaient appris à observer longtemps savaient reconnaître. Grace Miller, l'infirmière de nuit, s'arrêta devant la porte en consultant le dossier électronique. Elle fronça les sourcils. « C'est étrange. » murmura-t-elle. Depuis 2 ans, rien n'avait jamais changé. Jamais. Elle entra. Grace s'approcha du lit, vérifia les perfusions, observa le visage immobile d'Ethan.
Puis son regard se posa sur l'écran. La ligne verte oscillait légèrement plus vite que la normale. Vous me faites une blague, monsieur Caldwell, souffla TL, mi-souriante, mi-incrédule. Elle appuya sur un bouton et consulta l'historique des constantes. Une stimulation récente. Impossible. Aucune intervention médicale n'avait eu lieu. Aucun médicament nouveau. Aucun test. Pourtant, les données étaient là. Grace quitta la chambre et se dirigea vers le poste infirmier. Docteur Reeves, vous avez une minute? Jonathan Reeves, neurologue chevronné, leva les yeux de son écran. 2 ans qu'il suivait ce patient. 2 ans qu'il répétait les mêmes phrases à la direction, coma profond, pronostic réservé, chance de réveil quasi nulle. Qu'est-ce qu'il y a, Grace? Elle lui montra les chiffres. Il observa longuement, silencieux. Ce n'est pas possible. Je sais. Mais regardez l'heure, insista TL. L'horodatage indiquait une variation nette, brève, puis stable. Quelqu'un est entré dans la chambre, demanda le médecin. Grace hésita. Il y a eu un enfant. Un gamin des rues, je crois. Je l'ai chassé. Le docteur fronça les sourcils. Un enfant? Pendant ce temps, Noah se cachait près des escaliers de secours. Il respirait fort, les mains tremblantes. Il pensait avoir fait quelque chose de mal. Très mal. Il n'avait jamais voulu déranger. Il voulait juste parler. Juste un peu. Il regarda ses mains sales. J'aurais pas dû. Murmura-t-il. Mais au fond de lui, une certitude étrange persistait, l'homme l'avait entendu. De retour dans la chambre, le docteur Reeves examina Ethan avec une attention nouvelle. Il parla plus fort que d'habitude, presque comme s'il s'adressait à quelqu'un de conscient. Ethan Caldwell, si vous m'entendez, réagissez. Clignez des yeux. Bougez un doigt. Rien. Mais quand il toucha la main du patient, il sentit une tension infime, presque imperceptible. Reeves recula, le cœur battant. Grace, je veux qu'on vérifie quelque chose. Quoi donc? Retrouver cet enfant. Grace le regarda, surprise. Vous plaisantez? Pas du tout. Le lendemain, les analyses confirmèrent que la stimulation n'était pas accidentelle. Quelque chose avait brièvement réveillé une activité cérébrale inhabituelle. Aucune explication médicale. Aucune logique scientifique. Juste un fait troublant. Cela s'était produit pendant la présence de l'enfant. Dans les couloirs de l'hôpital, Noah observait de loin, hésitant à fuir ou à rester. Il ne savait pas que, pour la première fois depuis 2 ans, des adultes en blouse blanche parlaient de lui. Comme d'un espoir. Le docteur Reeves s'approcha doucement de Noah et s'accroupit à sa hauteur. « Tu t'appelles comment ?» Noah hésita. « Noah, monsieur. Tu étais dans la chambre 614 hier ?» Le garçon hocha la tête, effrayé. « J'ai rien cassé, je vous promets. » Reeves sourit doucement. « Non. Tu as peut-être fait quelque chose de très important. » Noah leva les yeux, surpris. « Vraiment ?» Le médecin regarda vers la chambre 614. « Oui, Noah. Peut-être que tu es la clé que nous attendions depuis 2 ans. » Noah n'avait jamais été invité quelque part. Alors quand le docteur Jonathan Reeves lui demanda de s'asseoir dans une petite salle attenante au service de neurologie, le garçon resta debout, près de la porte, prêt à fuir à la moindre menace. Ses yeux allaient du sol au visage du médecin, cherchant un signe de danger. « Tu peux t'asseoir, si tu veux, » dit Reeves calmement. Noah secoua la tête. « Je vais pas rester longtemps. » Le médecin hocha la tête. Il comprenait. Certains enfants apprenaient très tôt à ne faire confiance à personne. « D'où tu viens, Noah ?» demanda Reeves. Le garçon haussa les épaules. « D'un peu partout. » Puis, après un long silence. « Ma mère est morte quand j'étais petit. Mon père, je sais pas. » Sa voix était plate, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Il parla des foyers d'accueil. Des nuits à attendre qu'on l'appelle. Des adultes qui promettaient, puis disparaissaient. « J'ai arrêté d'attendre », conclut-il.
Reeves sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant ce temps, dans la chambre 614, Ethan Caldwell restait immobile. Mais sous la surface, son esprit n'était plus totalement endormi. Dans un monde intérieur flou, des images se mêlaient. Une maison vide. Un enfant qu'il n'avait pas vu grandir. Une porte qu'il n'avait jamais ouverte. La voix de Noah revenait, douce et tremblante. C'est pas juste. Ces mots résonnaient plus fort que toutes les réunions, plus fort que tous les chiffres. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Un enfant SDF dans une chambre de soins intensifs? C'est inacceptable, s'emporta Margaret Lewis, directrice administrative de l'hôpital. Réunion d'urgence. Menace de sanction. Protocole cité mot pour mot. Ce patient est dans un coma irréversible. Nous ne pouvons pas baser des décisions médicales sur des coïncidences émotionnelles, déclara-t-elle froidement. Reeves resta calme. Ce que nous avons observé n'est pas une coïncidence. C'est une réaction neurologique mesurable. Et vous voulez faire entrer l'enfant à nouveau? Oui. Sous supervision. Un silence lourd tomba. À contre-cœur, l'administration accepta une expérience limitée. Noah reçut des vêtements propres. Trop grands. Mais propres. Il se lava les mains comme on le lui demandait, sérieux comme un adulte. Quand il entra à nouveau dans la chambre 614, son cœur battait très fort. « Bonjour, monsieur », murmura-t-il. Il s'approcha du lit, lentement. « C'est Noah. Je suis revenu. » À la seconde où Noah parla, les écrans réagirent. Les ondes cérébrales montrèrent une activité claire. Le rythme cardiaque s'accéléra légèrement. Grace porta la main à sa bouche. « Mon Dieu !» Reeves sentit ses yeux se mouiller. Noah, lui, ne voyait pas les écrans. Il posa simplement sa petite main sur celle d'Ethan. « Vous êtes pas tout seul. Moi non plus. » À cet instant précis, le pouce d'Ethan bougea. Clair. Net. Indéniable. Noah recula, paniqué. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Reeves s'agenouilla près de lui. « Non, Noah. Tu viens peut-être de faire ce que personne d'autre n'a réussi en 2 ans. » L'enfant regarda l'homme endormi. « Il va se réveiller ?» Le médecin hésita. « Je ne sais pas quand. Mais je sais maintenant, pourquoi. » La chambre 614 n'était plus un simple espace médical. Elle était devenue un lieu d'attente, presque sacré. Les lumières étaient tamisées. Les appareils continuaient de surveiller chaque battement du cœur d'Ethan Caldwell, mais cette fois, les médecins ne regardaient plus seulement les écrans. Ils regardaient l'homme. Et surtout, l'enfant assis à son chevet. Chaque jour, Noah revenait. Toujours à la même heure. Toujours avec la même hésitation, comme s'il craignait que tout disparaisse s'il faisait un faux pas. Il parlait d'abord doucement. Puis un peu plus fort. Il racontait sa journée. Les gens qu'il avait croisés. Le froid qui revenait. Les rêves qu'il faisait la nuit. « Quand je serai grand, j'aimerais avoir une maison, disait-il. Pas grande. Juste, à moi. » Et chaque fois, le corps d'Ethan réagissait. Une respiration plus profonde. Un sourcil qui frémissait. Une pression légère de la main. Les médecins n'utilisaient plus le mot impossible. Dans l'esprit d'Ethan, la brume se dissipait peu à peu. Il entendait des voix lointaines. Des sons qu'il reconnaissait sans pouvoir les nommer. Mais une voix revenait toujours. Petite. Hésitante. Honnête. Vous pouvez rester. Moi aussi, je reste. Ces mots brisaient quelque chose en lui. Des souvenirs refirent surface. Un enfant qu'il avait laissé partir avec sa mère, trop occupé par son empire. Un choix qu'il avait cru rationnel. Une solitude qu'il avait déguisée en réussite. Son cœur lutta. Un matin, tout bascula. Noah était assis près du lit, les jambes pendantes, racontant une histoire maladroite qu'il avait inventée. Et à la fin, le géant se réveille parce que quelqu'un croit encore en lui. À cet instant, les doigts d'Ethan se refermèrent autour de la main de l'enfant. Fort. Clairement.
Noah. Le prénom sortit, rauque, presque inaudible. Mais il était là. Grace laissa tomber son plateau. Reeves se leva d'un bond. Ethan? Ethan, ouvrez les yeux. Lentement, très lentement. Les paupières du millionnaire frémirent, puis s'ouvrirent. 2 ans de silence venaient de se briser. Noah resta figé, incapable de bouger. C'est moi, murmura-t-il. Ethan le regarda longuement. Ses yeux étaient humides, perdus, mais vivants. Tu m'as ramené, souffla-t-il. Plus tard, quand la chambre se vida, Ethan demanda à rester seul avec Noah. Pourquoi moi? Demanda l'enfant. Ethan prit une inspiration difficile. Parce que, j'ai abandonné quelqu'un comme toi. Il y a longtemps. Noah ne comprit pas tout. Mais il comprit assez. Les semaines suivantes furent un combat. Rééducation. Douleur. Patience. Mais Ethan ne se plaignait jamais. Noah ne retourna pas sous le pont. Ethan l'accueillit chez lui. Pas comme une charité. Comme une promesse. Cette maison sera la tienne aussi, lui dit-il. Et pour la première fois de sa vie. Noah dormit dans une chambre chaude, sans peur. 1 an plus tard, Caldwell Industries finançait des centres d'accueil pour enfants sans abri. Ethan n'assistait plus à toutes les réunions. Il rentrait plus tôt. Pour écouter. Pour être là. Un soir, Noah lui demanda. Tu étais vraiment riche avant? Ethan sourit. Non. Pas vraiment. Il regarda l'enfant rire dans le salon. Je le suis devenu quand tu m'as réveillé.